Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Semawi. Je suis donc avec Alyosha Yordanov, le fondateur de Semawi, et je suis moi-même donc Sarah Dant, associée aussi de la SCOP. Nous sommes une coopérative créée il y a 12 ans, installée à Grenoble, et notre métier, c'est l'accompagnement en holacratie. Alyosha, est-ce que tu veux bien te présenter ? Donc, je m'appelle Alyosha Yordanov. C'est moi qui ai créé la SCOP Semawi. Et je vais vous parler aujourd'hui du coup de la place des managers, ce que deviennent les managers dans une organisation en holacratie. Voilà, je suis coach en holacratie moi-même et j'accompagne donc des organisations, des équipes et des individus dans leur transformation, notamment sur la partie gouvernance. Merci. Quelques indications sur le format. Nous allons passer ensemble donc 1 heure pour ce webinaire. Il est prévu un temps plutôt où Alyosha répondra à mes questions dans ma casquette de journaliste. Et évidemment, l'idée, c'est d'en faire un temps interactif pour pouvoir répondre à vos propres questions. Vous pourrez les poser tout au long de ce webinaire en utilisant le module Q&R qui se trouve dans la barre de navigation de Zoom. Et pour information, donc le webinaire est enregistré, il sera disponible en replay par la suite. Le sujet qui nous occupe du coup ce matin, c'est donc celui de la place des managers dans les organisations en holacratie. Alyosha, sachant que c'est toi qui vas commencer par introduire ce sujet-là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que ça existe encore, les managers dans une organisation en holacratie, et surtout quel est leur rôle, quelle est leur place en termes de leadership dans ces organisations ? Oui, c'est une bonne question. On peut se poser plein de questions. Et en fait, l'idée de faire ce webinaire, elle nous est venue après qu'on nous ait posé souvent des questions comme mais en fait, est-ce que les managers existent toujours en holacratie? Est-ce qu'ils disparaissent? Est-ce qu'ils deviennent autre chose? Qu'est-ce qu'on en fait? Comme c'était un peu une question existentielle, à partir du moment où on change un système de gouvernance, qu'est-ce qu'on fait avec ces managers? Et je trouve cette question vraiment intéressante parce que elle illustre bien la complexité que représente la transformation d'une organisation d'un principe de gouvernance vers un autre. Alors, comme je ne connais pas votre niveau de connaissance et de compréhension sur ce qu'est holacratie, je vais parler d'holacratie et s'il y a des questions de compréhension, posez-les par écrit et je prendrai le temps de donner des explications plus précises pour que mon propos reste compréhensible. Et j'imagine que si vous êtes venu à ce webinaire, c'est que vous avez au moins une petite idée de ce dont on parle quand on parle d'holacratie. Cette question, elle est intéressante parce que je crois que la première clé que j'ai envie d'attraper, c'est celle de la complexité de la définition du rôle de manager. Pour être très franc, si je devais donner une définition de ce que c'est que le management, je serais en fait bien embêté. Qu'est-ce que c'est un manager ? Je serais bien embêté, non pas parce que j'ai jamais vu un manager, j'en ai croisé quelques-uns, simplement, je crois qu'il n'existe pas une définition précise de ce que c'est que le manager ou le management. Ce que je vois, c'est qu'il y a des formes de management et que même à l'intérieur d'une forme de pratique, d'une école, eh bien, il y a une infinité de nuances dans la manière de manager. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, et c'est presque un lieu commun que de dire ça, le management est dans une forme d'injonction paradoxale compliquée à vivre. Compliquée à vivre et qui peut du coup se reporter sur les équipes managées, et les managers eux-mêmes étant managés par une hiérarchie, eh bien, ça peut être compliqué aussi pour eux d'être dans un rôle qui finalement est un peu confus, où ce n'est pas extrêmement clair qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et si je devais résumer, ce que je comprends du management, c'est que c'est un rôle qui sert à coordonner le travail, à faire en sorte que les objectifs, les résultats soient atteints. Il y a un enjeu vraiment productif derrière l'idée de management pour faire tourner une entreprise, pour faire tourner une organisation et qu'elle rende ses services, qu'elle apporte sa valeur ajoutée dans le monde. Et puis, quand on dit management,
on pense aussi souvent s'occuper des équipes, en fait, s'occuper des humains dans les équipes. Et donc, quelque chose qui est plus dans la sphère relationnelle, dans le fait de faire en sorte que les équipes restent motivées, parce qu'on sait qu'une équipe motivée travaille mieux qu'une équipe qui n'est pas motivée, par exemple, pour faire schématique. Et là où il y a une forme d'injonction paradoxale, c'est qu'il faut à la fois produire et en même temps, il faut faire en sorte que les gens se sentent bien. Mais une fois qu'on a dit ça, on est dans quelque chose qui est un peu lâche, qui est un peu confus sur qu'est-ce qui est précisément attendu de cette fonction-là du management. Quand on regarde un petit peu d'où vient le management, c'est intéressant de regarder sur le plan historique ce qui s'est passé, parce que finalement, on a des penseurs qui très tôt ont pensé un peu la division verticale du travail, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, et c'est un peu le propos de Mill, que finalement, quand on divise le travail en métiers différents, en tâches différentes, ben, on arrive à produire davantage. Et ça a été le début de l'ère industrielle qui a répondu à certains besoins de l'humanité à ce moment-là, en arrivant à construire une organisation du travail divisée. C'est-à-dire que plutôt que de tout faire moi-même, eh bien, je vais faire mieux certaines choses et puis je vais confier à d'autres certaines autres tâches. On est peut-être moins polyvalent et plus performant dans ce qu'on fait. C'est un peu l'idée de base de la division verticale du travail en métiers. Et puis, les sociétés industrielles grandissant, les usines grossissant, etc., vient dans le courant du 19e siècle l'idée d'une segmentation horizontale du travail. C'est-à-dire qu'on va construire une pyramide en organisant une structure hiérarchique avec une tête qui pense, des strates intermédiaires qui organisent et des gens en bas qui font. C'est le début de ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, et ça c'est théorisé par Taylor, on appelle le taylorisme, en disant qu'une organisation scientifique du travail va permettre à la fois que les gens soient plus productifs et que l'entreprise, du coup, soit plus riche, qu'elle produise plus, etc., comme s'il y avait une sorte de cercle vertueux à mettre ça en place. Et il faut voir ça dans un contexte qui est celui de la fin du 19e siècle et qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Cette structure hiérarchique pyramidale, globalement, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que dans le management d'aujourd'hui, il y a toujours cette idée-là que dans la pyramide, il y a des gens dans les strates intermédiaires et hautes de la pyramide qui sont moins dans l'ouvrage vraiment et qui sont plus dans l'organisation, la construction des plans, la structuration, la coordination du travail et le contrôle. Et cette architecture-là, organisation, commander, c'est-à-dire donner des objectifs, des ordres, etc., coordonner le travail et contrôler, c'est vraiment les 4 strates, les 4 fondamentaux du management vus par Fayol. Et ça, c'est quelque chose qui est daté au début du XXe siècle. Je vais le résumer pour la suite du propos en prévoir et contrôler. Il y a cette idée-là derrière la notion de management, c'est qu'on va mettre des gens à des strates intermédiaires pour prévoir les choses, les coordonner et contrôler après que c'est bien fait. Alors, si je reviens sur notre question, que deviennent les managers en holacratie ? On a une problématique fondamentale lexicale, c'est qu'en fait, holacratie est un système de gouvernance basé sur une constitution qui vient proposer des règles du jeu à une organisation pour distribuer son autorité, définir les différents rôles qui vont être à l'œuvre dans l'organisation pour qu'elle puisse fournir sa valeur ajoutée dans le monde, exprimer sa raison d'être, c'est comme ça qu'on le dit dans notre langage. Et en fait, le principe fondamental qui a permis l'émergence de ce système-là de gouvernance, c'est un postulat qui est un paradigme complètement différent de celui de prévoir et contrôler, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des plans, d'organiser le travail des gens et de vérifier qu'ils l'ont fait, on va construire une organisation qui, d'un point de vue structurel, dans son ADN, est capable d'utiliser tous ses membres comme des capteurs pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, ressentir tout ce qui se passe dans les mécanismes de production de valeur pour s'ajuster en permanence. Donc, on passe d'un paradigme prévoir et contrôler à un paradigme ressentir et ajuster. Et vous voyez qu'on est dans des polarités qui sont particulièrement différentes et qui vont avoir du mal à cohabiter dans un même système.
Ça, ce n'est pas toujours explicité dans les changements de principe de gouvernance et je pense qu'il faut le mettre sur la table parce qu'en fait, c'est probablement à la source de pas mal d'inconforts qui peuvent être ressentis par les managers dans les transitions de gouvernance vers des formes de gouvernance constitutionnelle. Donc, l'idée, ce n'est pas que leur rôle disparaît, c'est plutôt qu'ils changent de paradigme de fonctionnement. Je vais rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça donne en holacratie, mais voilà, je pense que là, on tient vraiment le nœud de la situation pour comprendre en quoi est-ce que c'est compliqué. Souvent, dans les entreprises qui vont adopter holacratie, enfin dans les organisations en général, qui adoptent holacratie comme système de gouvernance, c'est parce que bien souvent, la tête de l'organisation, l'endroit où est le pouvoir dans l'organisation, prend cette décision et fait à un moment un choix de bascule. Il dit, voilà, là, on va aller vers ce système-là. Parce qu'il y a une perception que ce sera un système mieux adapté à l'environnement dans lequel on est. Bien souvent aussi, la partie technique des équipes, c'est-à-dire les gens qui sont à l'œuvre, qui fabriquent la valeur concrètement, que ce soit un travail manuel ou intellectuel, peu importe, les équipes perçoivent assez vite la valeur que ça peut avoir pour eux de rentrer dans un système d'organisation basé sur un paradigme ressenti et ajusté parce qu'en fait, ça leur donne une agilité dans le travail et une capacité à s'adapter à leur contexte bien meilleure que ce qu'ils avaient dans les codes d'avant. C'est plus compliqué pour les managers. C'est plus compliqué parce que souvent, il y a un résiduel des injonctions du monde d'avant, de se prévoir et contrôler, de à la fois s'assurer que les équipes produisent et en même temps que les équipes se sentent bien, parce qu'on sait depuis Taylor qu'on a besoin que les salariés se sentent bien un minimum, même si on est très productiviste et qu'on veut avant tout produire de la valeur. On ne peut pas dissocier les deux. On verra éventuellement qu'on peut avoir une discussion sur quel est le but de cette organisation et dans quelle finalité est-ce qu'on construit un système, qui est peut-être une autre question. Donc, on a ce changement de paradigme qui est un peu plus compliqué pour les rôles de manager parce qu'il n'existe pas tel quel dans une organisation en holacratie qui n'est plus pyramidale mais qui est holarchique. Holarchique, c'est-à-dire en cercle concentrique, c'est une organisation en holacratie est constituée de rôles et de cercles. Un rôle peut lui-même être un cercle et à tout moment se transformer en cercle, tout simplement parce qu'on le décompose en rôles plus petits, plus fins. Et un rôle ou un cercle est toujours décrit avec des éléments fondamentaux qu'on va retrouver dans toute l'organisation, que sont d'abord une raison d'être, ce pourquoi il est là, dans quelle finalité le rôle a été créé, son but ultime, des redevabilités, c'est-à-dire un certain nombre de choses qu'on attend que ce rôle fasse. C'est décrit avec des verbes d'action. Il peut y avoir toute une liste de verbes d'action qui liste les redevabilités d'un rôle. Ce sont les attentes qu'on a explicitées et on dit clairement, voilà ce qu'on attend de ce rôle. Et un domaine d'autorité. Un domaine d'autorité, c'est un sujet sur lequel un rôle a une autorité exclusive. C'est-à-dire que non seulement il peut prendre toute décision dans ce domaine-là, mais en plus, personne d'autre ne peut prendre des décisions sur ce sujet sans venir le consulter, lui en parler, obtenir son accord en quelque sorte. D'accord ? Si dans une entreprise, j'ai un rôle qui a comme domaine d'autorité le site web, ça veut dire que personne ne peut aller modifier le site web sans que j'y participe, sans que j'ai éventuellement donné mon accord, par exemple. Donc, avec une raison d'être, des redevabilités et un domaine d'autorité, on décrit des rôles et des cercles qui sont éventuellement imbriqués, c'est-à-dire qu'en fonction de la complexité de l'organisation, du nombre de personnes, etc., eh bien, on va avoir plus ou moins de cercles imbriqués, autant que nécessaire, pour structurer la manière dont l'organisation travaille. Donc, ce n'est pas à proprement parler une pyramide, bien qu'on puisse, pourquoi pas, reproduire un système pyramidal, hiérarchique, dans un langage holacratie. Et de ce point de vue-là, holacratie donne une autre représentation de l'organisation, mais en fait, c'est un système neutre en quelque sorte. Holacratie n'a pas d'avis sur la pyramide ou l'horizontalité d'une organisation. Et on peut faire une organisation très horizontale comme une organisation très hiérarchique avec de l'holacratie. Le grand changement fondamental que ça va apporter, c'est qu'on va rentrer dans un monde de l'explicite. C'est-à-dire que si je veux reproduire ma pyramide tayloriste de l'organisation du travail, et pourquoi pas si c'est le système le mieux adapté pour mon entreprise, après tout,
en passant en holacratie, on va faire un effort supplémentaire par rapport à ce qu'on faisait avant, qui va être de décrire ces fameux rôles de manager de toutes les strates intermédiaires de la pyramide. Et cette description-là, au travers des redevabilités, des domaines d'autorité et de la raison d'être, va permettre d'entrer dans un monde de l'explicite, là où, en réalité, je pense que dans le management tel qu'on le conçoit dans les différentes écoles de management aujourd'hui, ça reste un monde où il y a beaucoup d'implicite. Une des croyances sur lesquelles sont fondés ces systèmes de gouvernance tels que holacratie, c'est que l'explicite donne les moyens à une organisation de travailler la matière. Parce que si on reste dans l'implicite, c'est très compliqué de faire évoluer les choses, de résoudre les tensions qui peuvent se présenter. Voilà, donc on a un système de gouvernance qui, finalement, du point de vue de la forme de l'organisation, ne prédispose pas, ne prévoit pas la manière dont ça va se structurer. Néanmoins, on ne peut plus se contenter de dire « Tiens, voilà, telle personne, tu seras manager », à moins de dire clairement qu'est-ce que c'est que ce rôle de manager. Là où, si je rentre un peu plus dans le détail, là où les choses sont plus fines, c'est que finalement, dans holacratie, dans la constitution de l'holacratie, qui sont le socle des règles du jeu d'une organisation qui utilise holacratie pour sa gouvernance, il y a un certain nombre de processus et de choses qui sont décrites dans cette constitution qui, en réalité, assurent déjà des fonctions qu'on pourrait aujourd'hui classifier de fonctions managériales. Donc, on va voir qu'il y a tout un certain nombre de choses qui sont déjà prévues dans les règles du jeu et que, du coup, on n'a pas besoin de réinventer ou de réécrire. Le premier élément qui me vient, c'est que dans un cercle, on a un rôle constitutionnel qui s'appelle le leader de cercle. Et le leader de cercle peut ressembler, par certains aspects, à ce qu'on attend d'un manager, notamment parce que le leader de cercle, ce que dit la Constitution, c'est que c'est le rôle qui va affecter les personnes dans les rôles de son cercle. Donc, ce principe-là d'affectation des ressources, de nomination des personnes dans les rôles, c'est une autorité du leader de cercle. Et de ce point de vue-là, c'est une partie du rôle de manager qui se retrouve dans le rôle de leader. Le leader porte la raison d'être de son cercle, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que son cercle exprime sa raison d'être, atteigne son but, en structurant sa gouvernance et en participant à créer, modifier, à ajuster les rôles à mesure qu'on en a besoin pour faire le travail. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'un leader en holacratie, ça n'est pas autre chose que ce que je viens de lister. Ça n'est pas un sous-chef qui peut aller se mêler du travail de tout le monde. Ça n'est pas un contrôleur. Ça n'est pas... En fait, si on veut les leur donner, eh bien, il va falloir les écrire quelque part. Il va falloir les encoder dans des rôles supplémentaires qui vont dire qu'est-ce qu'on attend de cette personne qu'on met dans le rôle, qui peut être un rôle qui, évidemment, est cumulé avec celui de leader. Il y a d'autres rôles qui sont structurels et qui sont décrits dans la Constitution et la holacratie, qui assurent aussi des fonctions, une partie de la fonction managériale. Et je pense notamment, par exemple, au rôle de secrétaire et facilitateur. Dans un cercle, il y a ces deux rôles-là sont des rôles élus, donc avec un processus d'élection qui est une élection sans candidat, où le cercle va désigner quelqu'un dans le rôle de facilitateur et dans le rôle de secrétaire. Le facilitateur facilite les temps de réunion. On a deux sortes de réunions en holacratie, vous le savez peut-être, la réunion tactique, qui est une réunion très opérationnelle, et la réunion de gouvernance qui sert à moduler, justement à modifier cette holarchie, ces cercles et ces rôles. Le facilitateur n'intervient que dans ces temps-là de réunion. Et ensuite, le secrétaire a un rôle assez spécifique de consigner les décisions qui sont prises dans les réunions de gouvernance ou de tactique pour qu'on ait des registres qui soient tenus à jour. Et par ailleurs, c'est un rôle qui a aussi une autorité assez intéressante, c'est que c'est le rôle d'arbitre quand il y a des différences d'interprétation des règles du jeu, que ce soit les règles de la Constitution ou des décisions de gouvernance qui ont été prises. S'il y a des accords sur qu'est-ce qu'on a voulu dire ou comment ça doit se traduire, c'est le rôle de secrétaire qui a autorité
pour donner l'interprétation qui doit s'appliquer. Donc, on voit bien que le facilitateur, quand il facilite sa réunion, ou le secrétaire, quand il consigne des décisions prises, ils font bien des choses qui souvent, pas toujours, mais très souvent, sont inclus aujourd'hui dans ce qu'on appelle un manager, qui souvent anime ces réunions et souvent partage les décisions qui sont prises. Je dis souvent parce que ça existe aussi des managers qui ne font pas leur compte-rendu et qui le laissent faire par quelqu'un d'autre. Mais voilà, surtout sur la facilitation, c'est souvent des rôles qui sont confondus aujourd'hui. Un autre processus, enfin, il y a un autre rôle qui, pour moi, porte aussi une part de la fonction managériale, c'est le rôle de représentant du cercle. Les cercles peuvent, s'ils le souhaitent, élire toujours avec ce même processus d'élection sans candidat un représentant qui va porter dans le cercle en dessus les tensions que le cercle n'a pas réussi à résoudre seul, en autonomie. Et finalement, ça, c'est aussi une chose que font les managers. Quand une équipe n'arrive pas à surmonter certaines difficultés, ben les managers vont remonter dans leur hiérarchie les difficultés. Ben, on voit que de ce point de vue-là, le rôle de représentant de cercle, eh bien, il porte cette part-là de la fonction managériale. Finalement, le fait que ces réunions aient un processus très clairement structuré et décrit dans la Constitution, eh bien, c'est ça de moins à faire pour un manager, puisqu'en fait, le processus de la réunion, il est déjà écrit. Et le facilitateur, en fait, il facilite le processus. C'est pas le facilitateur, ça n'est pas lui le processus. Il est là au service d'un processus qui, lui, est déjà décrit dans la Constitution. Donc, en fait, ces parties-là de la Constitution qui décrivent précisément comment ça se passe une réunion tactique, comment ça se passe une réunion de gouvernance, c'est-à-dire comment on prend les décisions, etc., eh bien, c'est une forme de délégation de l'autorité des managers à un texte qui est la Constitution. Donc, on voit que le processus de la réunion tactique et le processus de décision intégrative qu'on a dans la réunion de gouvernance, ce sont bien des morceaux de la fonction managériale. Vous commencez à voir qu'en fait, on est dans une logique où l'autorité et la fonction management, elle est distribuée dans plusieurs parties du système holacratie. Plus globalement, le simple fait d'avoir une constitution qui nous dit que l'organisation est structurée en rôle et en cercle, rien que ça, finalement, c'est une forme de fonction managériale, puisque la manière dont l'organisation des travaux à faire, des attentes explicitées dans l'organisation, la manière de le faire est décrite dans la Constitution. Et le fait d'utiliser ce langage des rôles avec des redevabilités, un domaine d'autorité, une raison d'être, ça, c'est l'outil que nous propose la Constitution. En fait, c'est comme une boîte à outils dans laquelle on a l'outil rôle et cercle. Eh bien, ça permet de structurer la manière dont le management va fonctionner, puisqu'on va de fait rentrer dans l'explicite, notamment parce qu'il y a une règle qui me paraît un paradigme fondamental dans Holacracy, c'est que j'ai parlé tout à l'heure d'explicite. Il est très clairement écrit dans la Constitution qu'en fait, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, on est dans un principe de droit négatif, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de règles qui posent l'existence des contraintes, et tout ce qui n'est pas dans des contraintes, eh bien, j'ai le droit de le faire. Si je juge que c'est bon pour mon rôle, pour mon organisation, pour mon cercle, je peux prendre cette initiative-là. Donc ça, c'est intéressant parce que ça pose un paradigme organisationnel dans la possibilité de prendre des initiatives, par exemple, ou de prendre des responsabilités dans ces rôles, qui vient bien du fait que c'est écrit dans la Constitution. Et c'est un sujet, c'est un éternel sujet de management, de comment on fait pour piloter vers l'autonomie, comment on fait pour que mes équipes soient plus en responsabilité, prennent plus d'initiatives, etc. Finalement, on a une partie des outils là qui sont décrits dans ce système de rôle et de cercle. Un autre aspect de l'holacratie et qui parfois met un peu plus de temps à être perçu, c'est que c'est un système de gouvernance qui est piloté par les tensions. Alors, quand on parle de tension, je vais faire un petit focus là-dessus
pour qu'on parle bien, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit quand on parle de tension en holacratie. Une tension n'est pas comprise dans son sens commun de quelque chose de négatif qui ne va pas, mais comme une différence de potentiel entre une situation telle qu'elle est à un moment donné et la situation telle qu'on voudrait qu'elle soit. Quand on porte un rôle, on peut percevoir une situation qui n'est pas celle qu'on voudrait qu'elle soit, et ce delta, ce décalage, c'est ce qu'on va appeler une tension. Et les processus de réunion notamment, ou en tous les cas les règles du jeu en holacratie, nous permettent d'avoir des espaces pour traiter ces tensions, c'est-à-dire pour tenter de réduire cet écart en mettant en place des actions, en portant des projets, en essayant de résoudre un problème. Donc évidemment, une tension, ça peut être un problème, mais ça peut aussi être autre chose. Ça peut être un projet, ça peut être une envie, ça peut être un élan, une innovation. Ça peut être des tensions relationnelles, ça peut être des tensions opérationnelles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans ce vocabulaire-là de tension. Et le fait que l'instrument de pilotage de l'évolution de l'organisation, c'est-à-dire ce qui va faire que la gouvernance s'adapte, se modifie et se transforme, ce sont les tensions. C'est-à-dire qu'on ne va pas modifier la gouvernance s'il n'y a pas de tension, en fait. On va partir des tensions existantes pour impacter l'organisation. Et ça, c'est un paradigme organisationnel qui change beaucoup les choses et qui, quelque part, assure une part de la fonction managériale aussi. Plus globalement, et si on prend un regard un peu méta sur cette constitution, le fait même de parler d'une constitution dans une organisation, en fait, c'est un changement de paradigme aussi du rapport à la règle qui est énorme et qui finalement va avoir un impact sur le sens du management dans une organisation qui est passée en holacratie. Parler d'une constitution, ça veut dire qu'il y a des règles du jeu qui sont en dessus des humains. Et c'est faire ce chemin-là pour une entreprise ou pour une organisation professionnelle, c'est exactement le même chemin qu'ont fait les États qui sont sortis du féodalisme, où, parce qu'on ne voulait plus du fait du prince, on a dit à un moment donné, on va mettre un texte en dessus des humains qui sont au pouvoir, parce qu'on pense que l'autorité fonctionne mieux quand elle est encadrée dans des règles du jeu. C'est exactement le même processus qui se passe quand on adopte l'holacratie, c'est-à-dire qu'on va mettre des règles du jeu, une constitution à laquelle on délègue son autorité. Ce fait-là, non seulement il est symbolique, mais même concrètement, il il va modifier en profondeur la structure et l'ADN de l'organisation, puisque on inverse un petit peu la hiérarchie des choses. Ce sont bien les règles du jeu qui sont les mêmes pour tout le monde, avec lesquelles on va jouer, qui sont l'élément structurant le plus haut. Et les personnes qui détenaient le pouvoir, les associés par exemple, vont déléguer leur pouvoir au texte de la Constitution en disant « dorénavant, on joue avec ces règles du jeu-là ». C'est un petit peu comme si vous invitiez des amis à jouer à un jeu de société en leur disant je ne vous dis pas les règles, et puis vous les découvrirez au fur et à mesure, et puis qu'en fait, à mesure que le jeu avance, vous changez les règles à tout moment en fonction de ce qui vous arrange. Ça va créer un système dans ce groupe-là qui n'est pas du tout le même que si on dit hop, voilà les règles du jeu, elles sont posées sur la table, à tout moment, vous pouvez les consulter, et ces règles-là sont le socle fixe. Donc, ce ne sont plus les personnes en situation d'autorité qui fixent la règle, mais elles jouent avec les règles du jeu qui sont les mêmes que tout le monde. Pour toutes ces raisons-là, le management devient quelque chose de beaucoup plus intégré et qui, en partie, en tous les cas, est distribué dans ces différentes fonctions qui existent dans l'holacratie, ce qui n'empêche pas d'avoir des managers qui deviennent des leaders de cercle, par exemple, ou qui deviennent des facilitateurs. Pourquoi pas? C'est une autre place depuis laquelle on peut tout à fait coacher son équipe et l'accompagner. Et si besoin, parce qu'une organisation souhaiterait donner davantage d'autorité ou davantage de choses à faire à ses managers, on peut très bien imaginer de créer un rôle qu'on appelle manager et dans lequel on va mettre toutes les redevabilités et toutes les autorités que le cercle va penser légitimes pour faire fonctionner sa gouvernance. La grande différence avec le monde d'avant, c'est que tout d'un coup, on bascule dans un monde d'explicite. Alors, je regarde les questions qui me sont partagées là et merci Alexandre pour ta question. Quand tu dis ce qui peut souvent manquer, c'est le temps.
est-ce que l'holacratie permet de créer les espaces suffisants pour que ces processus soient effectifs et efficients? Changer de système de gouvernance, c'est un processus de transition, c'est un processus de changement qui va consommer de la ressource, de l'énergie. Pour passer de la situation où vous êtes à une situation d'après, il y a un cheminement à faire dans lequel il y a des apprentissages à faire, et il y a des désapprentissages aussi, parce qu'il ne s'agit pas juste d'apprendre des nouvelles règles, mais on a aussi tout un tas de réflexes qui éventuellement sont à désapprendre. Tout ça, c'est un processus d'apprentissage qui demande de l'énergie. Je crois qu'il faut avoir une bonne raison de le faire. Si vous n'avez pas une bonne raison de faire ce changement, pourquoi abandonner un système qui, même s'il a des défauts, fonctionne après tout, pour mettre des efforts pour aller vers un autre système que vous ne connaissez pas? Quand on sait pourquoi on change, c'est plus facile de percevoir la valeur de cet investissement-là. Et quand on regarde la situation de destination, le but est bien d'avoir une organisation qui soit plus agile et plus fonctionnelle. Le fait que, je vais prendre un exemple, le fait que Holacracy soit un système de gouvernance piloté par la tension fait que, en fait, quand on va consacrer du temps en réunion à traiter des sujets, et je vais prendre l'exemple de la réunion de gouvernance, qui souvent est une réunion qui nécessite un peu de temps parce que le processus est robuste et laisse ce temps-là. En fait, on va consacrer ce temps-là uniquement pour régler les tensions et pas pour faire de l'ingénierie d'organisation là où ça n'est pas nécessaire. Donc, en fait, il y a une sorte de frugalité qui peut s'installer dans les temps de réunion, puisque les réunions ne servent que à traiter des tensions vivantes et existantes. Alors, les premières fois qu'on pratique ça, il y a un peu un effet d'engorgement parce qu'on se rend compte qu'il y a un historique de tensions qui débarque et qu'il faut rattraper, qu'il faut traiter, etc. Donc, il y a vraiment cet investissement de temps-là dans la phase d'adoption et qui, en fait, au bout de quelques temps, va se réguler et va au contraire devenir un système beaucoup plus frugal en temps de réunion. Et au plus une organisation va aller vers sa maturité dans l'adoption de l'holacratie, au moins les réunions vont prendre de la place ou, en tous les cas, être perçues comme inutiles, lentes, peu performantes, etc. Et on observe un peu la même chose pour les réunions opérationnelles. Dans mon expérience, ce sont les processus de réunion les plus performants et les plus efficaces que je connaisse. Vous l'avez peut-être deviné dans la manière dont je le présentais, mais en fait, dans une réunion en holacratie, l'ordre du jour n'est jamais fait à l'avance. C'est-à-dire qu'on peut venir avec des intentions et on peut avoir pensé à des points qu'on souhaite apporter en réunion, mais il n'y a pas quelqu'un qui prépare l'ordre du jour et qui dit, voilà, pendant telle réunion, on parlera de ça, ça, ça. En fait, les ordres du jour de réunion sont faits séance tenante au début de la réunion. En fait, on va inventorier en quelque sorte les tensions présentes et chaque membre du cercle peut apporter des tensions, des points d'ordre du jour et on va les traiter un par un. Dans une réunion tactique, opérationnelle, le facilitateur a même la redevabilité d'essayer de traiter la totalité des points d'ordre du jour dans la mesure de ce qui est possible avec le temps imparti. Donc, ça va servir aussi à cadencer la réunion, etc. Et sur ces fameuses réunions opérationnelles, on utilise une technique qui s'appelle la technique du triage des points. C'est une réunion qui se passe en deux phases, la réunion tactique, où on a d'abord une phase de synchronisation, où l'équipe va partager des informations, des indicateurs, des nouvelles sur les projets, etc. Et puis après, il y a une deuxième phase qui est vraiment un triage de points, où on va passer en revue les points d'ordre du jour amenés par les gens qui sont présents. Et un petit peu à la manière d'une gare de triage, ce qui se passe dans ce temps de réunion, ce n'est pas tant qu'on va résoudre la totalité des problèmes, c'est plutôt que pour chaque point bloquant ou chaque besoin apporté dans la réunion par un participant, on va identifier quelle est la première chose qu'on peut faire pour débloquer cette situation et permettre aux membres qui a amené le point d'avancer et de faire des pas suivants, parce que dans le cadre de l'exercice de ses rôles, il a besoin de dénouer certaines situations. Donc, en fait, on a un processus qui est vraiment très efficace et on peut traiter un grand nombre de points en peu de temps parce que l'idée n'est pas de s'attarder dessus, mais de l'orienter au bon endroit, dans le bon espace. Il y a des choses qui peuvent se régler en réunion de gouvernance, il y a des choses qui peuvent se régler séance tenante,
Il y a des choses qui peuvent demander d'autres espaces de travail et qu'on pourra réorienter de cette façon-là. Et ça crée une mécanique, une habitude de réunion où, en fait, d'abord, ne viennent aux réunions que les personnes qui ont vraiment besoin d'y être. Et puis surtout, cette mécanique-là, elle va prendre une place un peu omniprésente dans le travail, c'est-à-dire que même de un à un, quand on va traiter des sujets, eh bien, en fait, on va utiliser cette même technique-là du triage pour identifier de quoi est-ce qu'on a besoin, quelle est la demande qu'on fait à l'autre, etc. Donc, ce sont des espaces où il y a beaucoup de choses qui vont se passer hors des réunions. Et finalement, tout ce qui peut se faire hors des réunions a tout intérêt à être fait hors des réunions pour ne garder dans les temps de réunion que et uniquement que ce qui nécessite d'être en réunion. Soit parce qu'on a besoin qu'il y ait tous ces rôles-là autour de la table, soit parce que, pour une raison ou pour une autre, on a besoin d'avoir ce processus-là. On a besoin de l'aide du facilitateur pour traiter un sujet. Je vais prendre une autre question. Comment fait-on pour faire adhérer les membres d'un COMEX qui sont habitués au management, prévoir et contrôler? Alors là, en voilà une bonne question. Moi, je n'ai pas la baguette magique ou la formule secrète qui va vous permettre de convaincre les autres. Et là, je vais revenir sur la partie de mon explication où je vous disais il faut avoir des bonnes raisons de changer. Si tout va bien pour eux, après tout, pourquoi est-ce qu'ils changeraient leur façon de travailler dans leur COMEX si c'est eux qui ont l'autorité dans l'organisation pour structurer le système de gouvernance? Et il faut qu'ils aient une bonne raison d'aller vers autre chose. Donc, je pense que le ce pourquoi on change un système est vraiment important à identifier. Alors, il n'empêche, et peut-être que c'est ça qui est derrière la question, que même quand on sait et quand on a l'intention de vouloir changer un système de pratique, il y a des habitudes. Et je vois ça dans la question. Il y a l'habitude du management, prévoir et contrôler. Et ce n'est pas parce qu'on décide un jour de dire tiens, on va changer de système que tout d'un coup, ça se produit. Parce que, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de désapprentissage, ces habitudes-là, ces réflexes acquis et cette expérience construite, elle construit des choses qui sont fortes en nous et qui vont peut-être avoir un peu la vie dure et ce ne sera pas forcément facile de le changer. C'est ça qui peut peut-être prendre du temps. Et en tant qu'accompagnant, j'aime bien regarder cette résistance-là comme porteuse de signaux intéressants. C'est-à-dire que si des gens dans un COMEX, par exemple, résistent dans leur comportement à passer d'une habitude à une autre, il y a probablement des raisons, des craintes, des tensions en fait qu'ils ressentent et qui peut-être aujourd'hui ne sont pas traitées, ne sont pas adressées parce que peut-être qu'il n'y a pas les espaces pour les exprimer. Très classiquement, dans un COMEX, l'habitude que j'en ai, c'est qu'on a une modalité de réunion qui est très conventionnelle et qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît dans les réunions en holacratie. Probablement que ce cercle est un espace pertinent, mais si ces modalités de travail ne permettent pas de traiter les tensions et d'expliciter les attentes, etc., ça peut être une raison suffisante pour ne pas abandonner un système où on se dit il faut quand même que je prévoie mon plan annuel de travail et il faut bien après que j'aille contrôler ce que font mes équipes. Tout simplement parce qu'on ne sait pas faire autrement et parce qu'on n'a pas fait l'expérience d'une autre forme de travail. Donc, mon expérience par rapport à ça, c'est que c'est souvent intéressant d'avoir eu un espace d'expérimentation parce qu'une explication théorique un webinaire, une conférence ou une formation n'est pas suffisante. Et je pense qu'il en faut plus que ça pour dire à un moment donné, OK, ce système-là nous va bien et on bascule, on va vers ça. Donc, je pense qu'il faut l'avoir vécu et peut-être plus d'une fois, je ne sais pas. Et c'est un premier pas qui peut être intéressant. Et ensuite, je reviens là-dessus, mais avoir vraiment identifié la raison profonde qui fait qu'on souhaite un changement de fonctionnement et ce vers quoi on va aller, c'est-à-dire à la place des problèmes qu'on a, qu'est-ce qu'on veut. Être au clair là-dessus, ça me paraît vraiment important, surtout que, et ça, je me fais reflet de ce que je peux entendre quand on va dans les entreprises, dans les organisations, holacratie est souvent inclus dans un grand champ sémantique assez vaste et confus dans lequel on met la gouvernance partagée,
la sociocratie, l'entreprise libérée, la coopération, l'intelligence collective, etc., etc. Et en fait, cette confusion-là n'aide pas parce que c'est pas parce que je vais en holacratie que je me transforme en entreprise libérée. Pas du tout. Ça peut. Holacratie permet de libérer tout un tas de phénomènes fermés dans les organisations. Mais ce n'est pas forcément le cas. Holacratie permet d'aller vers plus de coopération, mais pas obligatoirement. Holacratie permet de faire de la gouvernance partagée, c'est-à-dire de partager le pouvoir et d'avoir des leaders qui progressivement ont moins de place, etc. Ou pas. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien reproduire un système hiérarchique avec holacratie. Donc, cette confusion de langage qu'il y a dans le champ sémantique des nouvelles formes d'organisation n'aide pas, à mon avis. Et voilà, l'expérimenter permet peut-être d'amener plus de clarté et de se recentrer sur le fait que holacratie n'est qu'un outil. Et comme je le disais tout à l'heure, qui est neutre, qui n'a pas d'avis sur comment vous allez travailler et quelle est votre vision des relations humaines dans l'entreprise. Quelle est la raison d'être de votre organisation? C'est vraiment un système qui est au service de ce que vous souhaitez faire de votre organisation. J'ai 2 questions, Alyosha, de la part des participants à t'adresser dans les 15 minutes qui nous restent. Il y a notamment une demande de précision concernant le système que tu décris. Alexandre nous dit qu'il a du mal à percevoir comment la gouvernance en holacratie peut être adossée à un système organisationnel horizontal ou hiérarchique. Est-ce que c'est-à-dire que le manager classique reste et s'ajoute des rôles tels que tu l'as évoqué? On peut regarder ça de 2 façons et ça répondra peut-être aussi à la partie sur le COMEX, etc. Il y a une façon d'essayer d'adopter holacratie, de voir ce que ça fait quand on fait de l'holacratie dans un espace, qui est de l'adopter dans une partie de l'organisation, dans une équipe, sur un projet. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un espace de l'organisation qui fonctionne en holacratie en interface avec tout le reste qui a son mode de fonctionnement classique. Et holacratie va même être un outil assez pratique pour clarifier finalement qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que je dois faire, etc. dans mon équipe. Okay. Et à l'intérieur, on peut faire une structuration avec des rôles, des cercles et avec les principes de la constitution en holacratie. Ça permet de faire un effet un peu démonstrateur, de l'expérimenter dans un petit espace, peut-être à un endroit où on juge qu'il y aura moins de risques, et de voir qu'est-ce que ça donne quand on utilise un système de gouvernance qui s'adapte de manière dynamique et permanente à ce qui se passe dans l'environnement par rapport à un système d'organisation plus conventionnel et un peu plus rigide, on va dire, plus prédictif. Et évidemment, l'autre façon de transiter, c'est d'avoir quelque chose de plus vaste, où il y a quelque chose qui est décrété souvent par le haut de la pyramide, et on dit, voilà, il y a un jour ou une période dans laquelle il y a une transition qui se fait vers une pratique de gouvernance en holacratie, et à ce moment-là, il va y avoir quelque chose de progressif qui va se faire, mais sur l'ensemble de l'organisation. Alors, comment est-ce que ça s'adosse à un système hiérarchique ou horizontal ou autre chose? Toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les processus, et notamment de réunion et l'application de ces règles du jeu, qui vont déterminer comment est-ce que ça va se passer. Et pour reprendre l'exemple des managers au sens un peu classique, j'ai expliqué tout à l'heure comment est-ce qu'il y a tout un tas des fonctions de management telles qu'on les conçoit classiquement dans les organisations qui sont déjà décrites dans la Constitution. Donc tout ça, c'est déjà ciblé quelque part. Il y a des choses qui sont faites par le leader de cercle, il y a des choses qui sont faites par le facilitateur, il y a des choses qui sont faites par le secrétaire. Pourquoi pas imaginer que ce soit la même personne qui soit leader de cercle, secrétaire, facilitatrice? Why not? Et après, l'équipe verra bien qu'est-ce qui fonctionne le mieux ou pas. Et je disais tout à l'heure que le secrétaire et le facilitateur sont des rôles qui sont élus avec une élection sans candidat. Donc, ça n'est pas parce que le manager pense que c'est lui qui devrait être le facilitateur que c'est lui qui sera désigné. Donc, en fait, il y a déjà des choses qui vont bouger avec ces processus-là. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, rien n'empêche, pour peut-être sécuriser des craintes, de dire tiens, on va créer un rôle qu'on appelle manager. C'est-à-dire que dans un cercle, on pourrait avoir un rôle leader de cercle et un rôle manager. C'est peut-être le leader ayant l'autorité pour affecter les personnes en rôle,
il peut s'affecter lui-même dans le rôle manager. Jusque-là, ça roule, c'est conforme à ce qu'on peut faire en holacratie. Et donc, ça veut dire que ce rôle, il va être décrit avec des redevabilités, des choses à faire. Et là, je vois une grande vertu, c'est que tout d'un coup, on va devoir lister les choses précises avec des verbes d'action de tout ce que fait un manager. Et c'est en soi une étape de transition très intéressante. Et on va devoir lister aussi quelles sont ses autorités exclusives. Est-ce qu'un manager, c'est quelqu'un qui a de l'autorité ou pas? Et je sais que selon les formes de management, il n'y a pas une vision égale de ça. Il y a des managers qui sont des vrais sous-chefs, c'est-à-dire qui ont une part d'autorité dans l'organisation. Et il y a aussi des organisations où les managers n'ont pas d'autorité sur les autres. Ils ont uniquement une fonction de coordination. Donc, c'est très variable et ça permet de mettre plus de clarté là-dessus. Et puis surtout, ça, on va venir se frotter aux autres règles du jeu, au périmètre déjà existant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, supprimer l'autorité du leader de cercle. Donc, s'il y a des choses qui sont déjà décrites chez un leader de cercle, on ne va pas transférer ça chez le manager. Simplement, la personne aura les deux rôles. Donc, ces systèmes-là vont nous permettre de venir mettre plus de clarté. Par expérience, ce que je constate, c'est que ça n'est pas forcément le choix qui est fait. Mais parfois, et je peux dire aussi que par expérience, c'est le choix qui peut être fait de dire on va se rassurer en recréant nos rôles comme on les appelait avant. Et souvent, très vite, on bute sur des difficultés sur le fait que ça ne colle pas en fait dans cette nouvelle forme d'organisation. Parce que quand on tente de faire cette description très précise avec des redevabilités et une raison d'être, etc., on se rend compte qu'on fait des doublons ou qu'on ne sait plus exactement à quel endroit est-ce qu'il faut mettre le rôle ou quelle est son autorité vraiment. Ça permet d'aller se poser ces questions-là. Et tout ça, évidemment, ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai parlé du fait que c'était une gouvernance qui est dynamique, qui va s'adapter continuellement à ce qui se passe dans l'organisation sur la base des tensions ressenties. Donc, on peut complètement essayer des choses et les changer quand ça ne marche pas et les changer à nouveau si on en a besoin. Donc, dans la phase d'apprentissage et d'adoption, ça permet d'expérimenter des choses et de voir qu'est-ce qui est adapté. Et si je poursuis plus loin, cette agilité au sens de la capacité d'adaptation, elle est, à mon sens, éminemment pertinente dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel le degré de complexité de l'environnement est croissant et le niveau d'incertitude contextuelle est fort aussi. Et on voit bien que dans un système qui est plus incertain et plus complexe, les systèmes prédictifs, ils marchent forcément de moins en moins bien puisque les prédictions vont s'avérer fausses la plupart du temps. Et si on observe avec attention le système prévoir et contrôler, dans presque toutes les organisations, je crois, ou je pourrais dire dans toutes les organisations dans lesquelles j'ai vu ce système à l'œuvre, on fait des prédictions en sachant pertinemment que ce n'est pas ça qui va se passer. Simplement, on ne sait pas faire autrement. Donc, on continue de le faire. On fait des budgets prévisionnels, on fait des plans d'action, on fait des diagrammes de Gantt pour les projets avec des cascades de tâches. Et on le sait qu'on sera en retard et qu'à la fin, tout sera en rush et qu'on va faire 25 choses en même temps et qu'on mettra la pression sur les équipes. Simplement, il y a des équipes qui n'ont pas fait l'expérience d'une meilleure solution. Les approches agiles se sont construites sur ce constat-là, pour régler ce problème-là de la faible capacité à prédire ce qui va se passer dans des projets où il y a beaucoup de facteurs d'incertitude. Évidemment, dans un monde très stable, où tout est prévisible et où on est capable de dire à l'avance tout ce qui va se passer, toutes les informations qu'on va avoir et toutes les contraintes qui vont peser sur un projet, le mode prévoir et contrôler, il est parfait. Et je pense qu'il ne faut surtout pas le changer si vous êtes dans un monde stable et prévisible, parce que c'est certainement le moyen le plus puissant de faire tourner une organisation. Mon invitation, c'est de regarder votre environnement et de voir s'il est stable et prévisible et de choisir en fonction de ça quel va être le meilleur système d'organisation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui... Je me permets de te couper là, Alyosha. Oui. Pour qu'on ait le temps de traiter une dernière question un peu à tiroir sur le rôle du manager et notamment à quel point est-ce que holacratie serait un système qui lisserait ce manager souvent incarné par une personnalité.
où se place la spontanéité, la personnalité de chacun en holacratie? J'ai un peu mixé les deux questions en une pour reprendre la demande. Tu as une réponse? Merci, c'est une super question. Je pense que ce que ça produit, c'est tout le contraire d'un système qui lisse les fonctions. D'abord, en fait, pour être précis, on ne parle plus de fonctions. Il y a des rôles et des cercles. Et le principe de base de l'organisation en holacratie, c'est que chaque cercle est complètement autonome sur sa gouvernance et son organisation. Donc, vous n'aurez pas deux cercles qui ont la même organisation, les mêmes rôles. La seule chose qui est commune à tous les cercles, c'est ce qu'on appelle les rôles constitutionnels, c'est-à-dire c'est la structure minimale demandée par la Constitution pour faire fonctionner un cercle. Un leader de cercle, un facilitateur, un secrétaire. Éventuellement, si le cercle en a besoin, un représentant de cercle pour représenter ses tensions dans un cercle en dessus. Et ce n'est pas obligatoire. Tout le reste, le cercle fait exactement comme il veut. Si la personne qui a été désignée comme leader de cercle a envie de tout faire toute seule, elle peut. Si elle veut partager le travail avec d'autres, elle peut créer d'autres rôles et inviter des gens dans son cercle. Et en fait, cette organisation à l'intérieur de chaque cercle va s'adapter au travail que le cercle doit fournir et aux demandes qui vont lui parvenir des autres rôles et des autres cercles, puisque chaque rôle est bien au service des autres rôles de l'organisation pour porter la raison d'être de l'organisation. Donc, finalement, cette autonomie d'organisation fait que mécaniquement, on va avoir des constructions de gouvernance différentes en fonction des contextes et en fonction de chaque cercle. Alors, on peut imaginer, à l'échelle de l'organisation, que dans le cercle le plus haut, le plus large de l'organisation, on décide, par exemple, que les leaders de cercle ont plus de pouvoir que ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous rappelle qu'un leader de cercle a l'autorité pour affecter les ressources, les personnes dans les rôles, et globalement pour structurer la gouvernance du cercle. Éventuellement, ça peut se traduire notamment par le fait de fixer les priorités et les grandes stratégies du cercle. Si on augmente les pouvoirs du leader de cercle, la Constitution dit simplement qu'à ce moment-là, ça va être récursif. Ça veut dire que tous les leaders de tous les sous-cercles vont avoir ce même principe de délégation et de subsidiarité. C'est-à-dire que si on a jugé bon dans le cercle haut de l'organisation de donner plus de pouvoir à ces leaders de cercle, à leur tour, quand ces cercles vont créer des sous-cercles, ils vont mécaniquement transmettre ce même pouvoir augmenté pour les leaders de leur sous-cercle. Donc en fait, augmenter le niveau de délégation, on l'augmente à tous les niveaux de l'organisation. Ça crée quelque chose d'assez intéressant dans la structure, dans l'ADN de l'organisation. Merci pour Je vois qu'on arrive bientôt à la fin. Oui, vas-y. C'est bien ça. On arrivait vraiment bientôt au bout du temps qu'on a ensemble. Alyosha, pour terminer notre échange, est-ce que tu voudrais nous confier une dernière réflexion ou une piste à creuser pour les participants qui sont avec nous? Alors, je suis dans un endroit où il n'y a pas une très bonne connexion Internet, donc je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Sarah. Et je vais du coup imaginer ta question et vous proposer juste de retenir, de vous partager plutôt ce que je vous propose de retenir de ce que j'ai partagé aujourd'hui. C'est un sujet qui est vaste et on pourrait en parler pendant longtemps. Je crois que le management ne disparaît pas avec holacratie. Je crois en revanche qu'il change en profondeur et qu'une immense partie de ce qu'on confère aujourd'hui aux managers en termes de responsabilité et d'injonction est transférée à diverses parties des processus décrits dans la Constitution holacratie. Donc, il y a vraiment ce paradigme de fond de passer d'une organisation conventionnelle à une organisation constitutionnelle qui est le plus gros changement, le plus gros point de bascule et qui vient impacter de manière significative le rôle des managers. Et je pense qu'on continue d'avoir besoin de personnes dans l'organisation qui sont au service des équipes, c'est-à-dire qui sont là pour faire en sorte que ça se passe,
que les équipes fonctionnent, que, pour reprendre un langage en holacratie, que les cercles portent leur raison d'être et arrivent à produire la valeur ajoutée qu'on attend d'eux dans l'organisation. Puisque la raison d'être d'un cercle, finalement, c'est ça, c'est la valeur qu'on attend que ce cercle apporte pour l'organisation. Et ça, peut-être que c'est l'élément essentiel. S'il y avait une chose à garder dans la notion de management, c'est peut-être celle-là. Donc, je pense que holacratie vient amener beaucoup de clarté et de l'explicite sur le management et probablement résoudre une grande part des tensions qui sont liées aux injonctions paradoxales et éminemment complexes que reçoivent les gens qui sont en position de management aujourd'hui dans les organisations de travail. Complexes parce que le monde est plus complexe, le monde est plus incertain qu'au XIXe siècle, et aussi parce qu'à l'intérieur des organisations, l'émancipation des individus fait que le rapport aux individus dans le travail, à la responsabilité, à la liberté d'action, est plus complexe que dans un monde plus ancien, on va dire, qui était davantage normatif et peut-être prédictible aussi sur les comportements individuels. Voilà ce que je vous propose de retenir. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention pendant ce webinaire. J'espère avoir suscité de la curiosité, de l'envie d'aller plus loin de votre part et probablement de vous croiser bientôt. Très bonne journée. Merci Alyosha. Merci à tous les participants d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Le replay sera disponible dans quelques jours et je vous enverrai à la suite quelques ressources et idées de formation pour aller creuser le sujet. Très belle journée et à bientôt.